Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. L'ouvrage traite de l'art et du design et de leurs empiètements mutuels. Il renvoie aussi en premier lieu à la représentation, au moins telle qu'Aristote l'a définie, le même, en mieux. Dans les deux cas, la réalité est déplacée, réduite à un territoire d'une toute autre nature, homogène, lisse et surtout cohérent. La représentation nous tient à distance du monde, elle nous en protège. En même temps, elle a le pouvoir de le réagencer, c'est-à-dire d'en faire un objet de savoir afin de le transformer. Le moteur de tout cela, dit Aristote, c'est le plaisir. C'est à l'évidence la raison pour laquelle nous ne cessons d'entretenir avec les choses et avec les êtres les liens les plus ténus, les plus abstraits possibles. Pour en jouir. La fonctionnalité de nos objets est une première étape. Le triomphe des images, des Google Glasses aux tablettes tactiles, une apothéose. L'art et le design, portés par toutes sortes d'opérations mentales, entretiennent avec la réalité un rapport schématique, condensé, Nelson Goodman. Le mieux que nous venons d'évoquer est ce qu'ils visent l'un et l'autre. Il autorise par exemple Aude-Gentil à définir le design comme la version inédite de notre monde commun, la promesse d'un ordinaire singulier. C'est à partir de cette ligne de fuite qu'il y a entre l'art et le design des connivences profondes. On les repère facilement dans une histoire convenue, mais elles sont plus fondamentalement inscrites en eux. Art et design ont constitué ensemble, depuis l'âge classique, une vaste machine dont ils furent seulement des rouages différents. De Lessing à Greenberg, les théoriciens ont choisi de jeter sur l'édifice un autre regard. Les romantiques en premier lieu, malgré d'ardents débats et la réussite de l'art nouveau, distinguèrent les deux territoires. Au contraire, le XXe siècle, à partir du Bauhaus et des Voutma, a multiplié les tentatives pour les réconcilier, voire même le confondre. Il aura en grande partie réussi. Pourtant l'observateur sagace, jusqu'au seuil de la postmodernité, put encore raisonnablement définir les contours de chacun d'eux. D'un territoire l'autre, l'essentiel du titre de cet ouvrage nous a été soufflé par Joël Gilles, d'une imposture l'autre, sur le modèle célinien d'un château l'autre. Dans les deux cas quelque chose s'est élidé, ce A qui aurait marqué une distance et dont l'absence désigne l'intrication de deux entités, précisément leur irruption l'une dans l'autre. C'est à partir de là que nous avons pu construire une figure à la fois complexe, fondamentalement ubiquitaire et en devenir. Ainsi les frontières elles-mêmes de l'art et du design, se métamorphosant, ont-elles laissé le champ libre à des zones de compénétration complexes, presque insaisissables, et produit des ressacs inédits. Un certain nombre de territoires connexes, ceux de l'architecture, de l'économie, de la géographie, etc., ont été eux aussi peu à peu contaminés, imposant aux théoriciens un champ d'observation de plus en plus large, infiniment bigarré. Il n'est même plus possible de mesurer des écarts puisque les territoires ne sont plus repérables par leurs frontières, en surface. Tel un magma en fusion, c'est à partir des dessous qu'ils se sont défaits, c'est aussi à partir de là qu'ils se reconfigurent. Le présent recueil veut seulement décrire et analyser ces états de ressac, ces rencontres particulières souvent éphémères entre territoires mouvants. Parfois sens dessus-dessous. Cette description est elle-même tissée de points de vue multiples, souvent surprenants sur eux. Elle est constituée, dans la plupart des cas, des contributions orales à un colloque intitulé D'un territoire l'autre qui a clos un séminaire de recherche étendu sur 2 ans, dans le cadre de l'Université de Saint-Étienne. Storytelling. Art design. D'un territoire l'autre, c'est l'actualisation d'une longue amitié entre un designer par ailleurs artiste, Claude Courtecuisse, et un chercheur universitaire, Éric Van de Castel. Elle est née dans le giron des arts plastiques et du design au long de jurys de concours et de thèses, de séminaires de recherche communs et de discussions de toutes sortes. Le désir de diriger ensemble un colloque en est l'avatar. Avec lui s'est imposée une évidence. Quelle que soit l'ampleur de nos convergences intellectuelles, nos points de vue ne pouvaient pas être confondus. Il nous a donc paru intéressant que l'éventail des contributions à ce colloque reflète notre propre singularité. Ainsi le lecteur trouvera-t-il parmi les textes de ce recueil, d'un côté ceux de professeurs en école d'art ou d'architecture et de critique, de l'autre ceux d'enseignants-chercheurs à l'université, nombre d'entre eux étant par ailleurs créateurs. Bien entendu, leurs textes apparaissent selon un ordre rhétorique qui dépasse leurs appartenances institutionnelles. Fond.
Nous avons pensé les processus de déterritorialisation de l'art et du design comme un état de fait, inéluctable et sans direction particulière. L'épistémé contemporaine, ce qu'on appelle généralement la postmodernité, produit à cet égard une sorte de confusion molle assortie d'un double mouvement, une déconstruction générale et une série de reconfigurations multiples. Il faut bien comprendre ce et comme se substituant au puis, faisant émerger dans un tableau unique la figure topologique déjà évoquée. Elle vient en lieu et place de la chronologie et de tous les classements qui s'ensuivent, chers aux historiens d'art. Répétons-le, les textes du présent ouvrage cherchent à décrire cette figure ou quelques-unes de ses parties les plus stratégiques, précisément à travers elles les voies théoriques qui s'ouvrent. On le sait, au moins depuis Fontaine de Marcel Duchamp, les objets d'art et de design ne renvoient plus d'abord à une essence, ni même à une ressemblance avec des objets de même nature. Ils tiennent leur valeur d'un extérieur, certes parfois conflictuel, mais finalement conventionnel, y compris lorsqu'ils perdent cet air de famille qui les aurait rendus légitimes. Leur artistéité ou leur designéité réside alors dans un pacte que signe ensemble le créateur, le monde de l'art ou du design et l'usager. Si l'une de ces trois instances vient à défaillir, l'objet peut d'un seul coup s'en trouver dévalué. De même, il peut à l'inverse être réévalué. La plupart des avant-gardes artistiques au XXe siècle en ont fait l'expérience. Frontières. Les grands flux de la postmodernité sont irrépressibles. Le big data, la mégascience, l'argent, les marchandises, etc. se déplacent désormais à très grande vitesse, malgré tout, par-dessus tout. Ce qui fait encore territoire, l'artisanat, la tradition, tous les micro-milieux, freinent ces flux sans toutefois les arrêter. Génie du lieu contre expansion du réseau, écrit Régis Debray. L'une des allégories les plus caractéristiques de cette expansion est le sport de très haut niveau, par exemple les courses de voiliers. Aussi caricaturales qu'elles apparaissent, elles constituent pour penser cette opposition un paradigme idéal. Elles existent en premier lieu sur des cartes marines virtuelles, représentées par des algorithmes et des dessins fluides, ignorant tout aléa ou l'anticipant qu'il soit mécanique, climatique ou humain. Les skippers, parfaits prolétaires surqualifiés, travaillent d'arrache-pied à l'actualisation de ces schémas théoriques. Leur force de travail est ainsi tout entière vouée au design d'une vaste machine qui rassemble leurs navires, hypertechnologiques et photogéniques, l'imaginaire des mécènes et celui des clients des réseaux médiatiques mondialisés. Il en va tout autrement lorsque du Fastnet 1979, à la course Sydney au bar 1998, surgissent les territoires dans leur vérité, en l'occurrence dans leur brutalité, lorsque les choses, devenues symptômes, échappent au projet. Réfléchissant à cela, il a fallu restreindre notre objet puisque la redistribution des territoires de la modernité constitue purement et simplement un prédicat majeur de notre époque. Il nous était impossible à partir de là d'évaluer l'ensemble des différences de rythme entre les lieux et les réseaux, voire entre les lieux eux-mêmes ou les réseaux, sans tomber dans l'ennui d'une liste sans fin. Décrivant le monde de l'art et du design comme un hypertexte constitué d'un nombre indéfini d'agglutinats de signes, un continuum tissé de hauteur et d'intensité variables, nous n'avions pas les forces nécessaires pour le rendre tel quel intelligible. L'hypothèse d'une reterritorialisation générale était elle aussi une impasse, et même une perspective impossible à esquisser parce que les réseaux sont devenus bien trop complexes et très souvent indémêlables. Il nous fallait donc seulement déterminer des nœuds de stabilité, et à travers eux mettre en œuvre des outils conceptuels ayant une valeur opératoire. En décrivant les proximités les plus significatives entre le monde de l'art et celui du design, en ne hiérarchisant pas les territoires, majeurs ou mineurs, appliqués ou non, ou leur mode d'actualisation, théorique ou pratique, en tâchant de discerner à travers les manières qu'ils ont de se compénétrer leurs significations les plus évidentes, il nous semblait que nous n'étions pas trop éloignés du but à atteindre. Méthode. D'un point de vue méthodologique, nous pensons que les œuvres détiennent la capacité d'interroger la théorie, et la théorie les œuvres, parce que les deux possèdent en commun le langage. Le langage sur l'œuvre ne nous semble pertinent que s'il résonne dans l'œuvre, au lieu précisément de ce qu'elle contient elle-même de langage. C'est donc de cette résonance, peut-être bien la seule, qu'il fallait partir. En mai 1912, la nature morte à la chaise cannée de Picasso a porté un coup fatal à une théorie de la mimésis, qui réglait l'ensemble de la pensée de l'art depuis Aristote.
À l'inverse, c'est la théorie qui a permis à Marcel Duchamp de tirer les conséquences du renversement épistémologique hegelien, qui avait commencé à emporter le mouvement symboliste européen. Dans le domaine du design aussi, par à-coup, les choses se sont peu à peu refusées à l'emprise d'une pensée préconçue, quelquefois au risque de n'être pas reconnues. Témoin, dès le XIXe siècle, les objets liés au projet politique de William Morris en Angleterre. Bien plus tard, les innombrables pièces uniques d'Elisabeth Garouste et Mattia Bonetti, celles de Ron Arad ou d'Alberto Meda, seront produites en dehors de ce que signifiait l'acte de designer. De fait, dès les années 1960, Achille et Pier Giacomo Castiglioni, Gaetano Pes, Ettore Sotas et d'autres encore, avaient élargi le programme de services associé à la chaîne industrielle qui donnait consistance depuis longtemps au métier de designer. Ils avaient sciemment intégré dans leur production des références et des scénarios mettant en crise le statut et la définition même du design. L'analyse de ces déplacements liés à leurs extensions dans d'autres territoires, ceux de la production, de la diffusion et de l'exposition des objets, de leur rapport à l'art et à son enseignement, a fait apparaître peu à peu le design comme un espace fondamentalement ouvert. Toutes les explorations et tous les classements sont alors devenus possibles, y compris contre l'ordre établi par les marchands et les critiques. Immergé dans les technologies numériques et leurs images, le design n'a pas abandonné son projet moderniste, la transformation du réel. Il s'est pourtant profondément transformé, se programmant désormais à partir d'espaces, de rythmes inédits, et surtout, d'opérations mentales inconnues. Si la question de sa finalité reste inchangée, son déploiement doit impérativement nous offrir de nouvelles pratiques d'échange et de vie, à notre avis une liberté augmentée. De ce point de vue, il nous a semblé utile que plusieurs textes répondant aux dérives de la surproduction, de la surconsommation et de la surcommunication, réinscrivent le design dans une conscience critique, voire politique du monde. Utopie. Les objets numériques, comme les objets de l'art contemporain, nous apparaissent d'emblée souvent étrangers, presque énigmatiques. Mais si l'œuvre d'art contemporain ouvre en général à une déceptivité assumée, dans le meilleur des cas notre première rencontre avec une montre connectée, une tablette tactile, un smartphone, etc., produit en nous une sorte de coup de foudre. Cette rencontre, préparée par la com, donne la mesure d'un désir diffus. Elle lui donne tout simplement corps. Ainsi, le désir établit la première utopie du design. Il répond à la promesse confuse d'un avenir plus ou moins heureux qui dépasse en confusion celle qu'offrait jadis l'esthétique industrielle. C'est qu'à la fin des années 60, l'apparition du design a recouvert le territoire somme toute restreint de l'esthétique industrielle. Il s'est accompagné du passage de la réclame à la publicité, puis à la communication. Glissant d'un signifiant à l'autre, les entreprises et les consommateurs ont acquis la certitude de s'approprier à bon compte une démarche créative avérée. L'allégresse qui en a découlé anticipait d'autres rapports, physiques ou psychologiques, bien plus graves, que les usagers ont ensuite entretenu avec le monde et avec les autres par le design, l'ergonomie au sens large du terme, le management, le co-design, etc. Car le design, à la manière de l'art, a délibérément débordé les limites de l'objet. Pendant que le second assujettissait le spectateur à une vague buée émotionnelle, le premier s'appropriait la vie quotidienne, voire la vie tout entière. Par le design, le monde en général s'est soumis à la promesse d'une vie infiniment meilleure. Le texte de Denis Briand, La conquête de nouveaux territoires, transfuges, dissidences et autarcies artistiques, déroule depuis William Morris et Aaron Craft au XIXe siècle jusqu'à l'atelier Van Lieshout un fil rouge presque ininterrompu. Partant des possibles de Michel Houellebecq et des utopies avant-gardistes du XXe siècle, en l'occurrence celles de Gropius, Ulm, Capro ou Kabakov, il tente d'établir entre art et design un espace commun politique. Car s'il existe bien un projet social commun, fait d'extension et de conquête, qui accompagne l'histoire en tant que figure en mouvement, le design s'ouvre forcément au même titre que l'art à toutes les utopies. Les territoires qu'observe Arlette Barré sont ceux de la formation, Bauhaus-Voutma. Une histoire parallèle. Elle prélève dans l'histoire deux exemples assez intenses et radicaux d'enseignement, ceux du Bauhaus allemand et des Voutma soviétiques. Ces institutions ont été créées juste après la Révolution russe, prenant en charge ce qui se jouait à la fois sur les théâtres de la politique, de l'art et de ses avant-gardes.
la fusion des territoires des arts majeurs et des arts mineurs, les violents combats théoriques qui les ont accompagnés apparaissent comme les symptômes collatéraux les plus excitants de la révolution idéologique européenne. Dans les années 70, les utopies de Gaston Lagaffe, Éric Van de Castel, Le goût de l'indistinct, renvoient avec acuité à la relation confuse que les usagers entretiennent avec le design. Témoin un fauteuil que Gaston a conçu et fabriqué dans ses ateliers. Sa forme résolument moderniste rend son interprétation particulièrement délicate. Œuvre d'art ou objet de design ? L'ambiguïté doit être impérativement levée. Que serait en effet un monde dont on ne pourrait nommer la totalité des artefacts ? Il en va de son humanité. La vue n'étant pas en mesure de trancher, Gaston choisit de privilégier l'un des caractères majeurs du design, sa fonctionnalité. Hélas, la faiblesse de l'ingénierie qu'il a mise en œuvre fait de sa démonstration une apocalypse. Franquin montre l'inanité d'une pure alternative. Quelle que soit l'hypothèse retenue, objet d'art ou de design, c'est sa présence poétique qui compte, son ouverture à tous les sens possibles. S'appropriant les techniques, le vocabulaire ou les procédures d'autres domaines, le design ne cesse de remettre en cause les frontières qui lui sont assignées. Roxane Andrès, Du corps aux objets. Le design comme vecteur d'un imaginaire biologique évoque la souplesse qui permet aux designers de rendre manifestes par leurs objets les métamorphoses de notre époque. Théoricienne, elle-même designer, elle s'est appropriée pour ses créations le corps humain mis en spectacle par l'anatomie, la dissection et redéfini par la greffe. À travers elle construit à la fois un vocabulaire plastique inédit et une véritable organoplastie. Ces objets rendent possible une théorie du passage entre l'objet fermé et un organisme ouvert, pour ainsi dire vivant. Aude Gentil, la promesse d'un ordinaire singulier, s'attache aux objets du design en général. Elle montre qu'ils ne constituent pas une alternative à la réalité, mais induisent seulement son infléchissement en tant que continuum fluide. Lieu de bifurcation singulier, il dévoile au cœur du quotidien des lignes de fuite inattendues. À nouveau, il est question d'extension, même s'il lui est préféré ici le terme d'étirement. Conjoignant deux territoires, celui du lieu dans lequel ils s'inscrivent et celui virtuel, de l'ensemble de leurs étirements possibles, les objets du design portent en leur être la perspective d'une version inédite de notre monde commun. Le projet du design fait ainsi écho à celui de l'art. Ils établissent tous les deux l'utopie d'une alter-territorialité, perturbant fondamentalement l'ordre établi de notre rapport au monde. L'heure n'est plus au partage des territoires artistiques, écrit Jeanne Keillard, Design, topographie des relations. Les notions de territorialisation et de déterritorialisation, ayant été généreusement labourées, semblent s'être épuisées. La transversalité, désormais le maître mot dans l'exercice du design, a bouleversé les hiérarchies, pourtant sans abolir les territoires. Dans l'exercice des projets partagés, elle exige donc que soit mené pour chacun d'entre eux un travail de réidentification. Dans le même temps, le métier de designer s'est transformé, devenant attitude, el molinagi. Dégagé de la seule relation entre une fonction et une forme, le design s'impose alors comme méthode de projet qui s'étend au rapport entre les êtres. Ce design-là travaille à l'habitabilité du monde. Il invente les usages, les rites et les liens entre les sujets. Valeurs. Bernard Lafargue, le souci esthétique de soi en tant qu'auto-design, inscrit le thème du présent ouvrage dans ses propres mots en déployant le concept d'art design. C'est la raison pour laquelle son texte figure en tête des contributions. Tout est désormais affaire de bon ou de mauvais design. Art design, auto-design, go-between, notre contemporanéité oscille entre deux figures venues de l'Antiquité, celle de Dionysos, joyeuse, et celle de Narcisse, mortifère. Entre deux passions extrêmes, en Nietzschéen avéré, Bernard Lafargue a choisi son camp, celui des expériences soma-esthétiques, Richard Schusterman. Elles s'imposent d'elles-mêmes, bien au-delà de la division art-design, parce qu'elles rendent la vie plus intense. Joël Gilles, d'une imposture l'autre, part d'une idée simple. Les territoires de l'art et du design sont définis par le langage et non par leur substance. S'il existe bien entre eux une véritable compétition, celle-ci advient sur le terrain de la notoriété médiatique. Là est le véritable clivage. Désormais, pas un objet, pas une attitude ne seront plus à l'abri des critères de l'art, design compris, ce que Philippe Louguet confirmera, confère.
Allusion et faux mouvement. À l'inverse, la création de l'atelier A, les performances d'Issey Miyake, les défilés de burqa d'Hussein Chalayan ou les projets théoriques et critiques d'Anthony Dunn et Fiona Raby nous font accéder à un monde où tout artefact, toute action conforme à un projet appartiennent désormais à l'ère du design. Depuis quelques décennies déjà, à vrai dire depuis le futurisme, l'art s'est non seulement dissous dans le quotidien jusqu'à devenir gazeux, mais il s'est aussi souvent éloigné du contrat social. Joël Gilles appelle cet éloignement déviance. Le processus peut être ainsi résumé. Pour l'essentiel, l'art n'aura fait depuis un siècle que mettre en œuvre des procédures permettant aux choses qui relèvent de la catégorie non-art d'accéder à la catégorie art. Il n'est resté à l'histoire de l'art qu'à en décrire les avatars. On pourrait en dire autant du design, à ceci près que le design voit les choses en grand. Il fait du contrat social un contrat social total, comme on dit art total, ne souffrant aucune espèce de contradiction. Témoin la feuille de route que propose la World Design Organization en 2017. Le design est une stratégie déployée pour résoudre les problèmes. Elle stimule l'innovation, bâtit le succès des entreprises et procure une meilleure qualité de vie à travers des produits, des systèmes, des services et des expériences innovants. Le design rapproche ce qui est possible de ce qui est. Le cadre de cet ouvrage ne nous permet pas de développer cette définition, à la fois divertissante et assez inquiétante. Notons simplement qu'un nombre croissant de domaines, ou même de disciplines, appartiennent désormais au champ du design. À l'université par exemple, les chercheurs en géographie, en économie-management, en sociologie, en pédagogie, en ingénierie de toutes sortes font sans barguigner allégeance au signifiant maître design, croyant ainsi pouvoir justifier la pérennité de leur laboratoire ou l'évolution de leur carrière. Quant au design pattern, design thinking, air design, design sensoriel, design global, etc., ils font tous écho aux commentaires de Wikipédia. Le but premier du design est d'inventer, d'améliorer ou de faciliter l'usage ou le processus d'un élément ayant à interagir avec un produit ou un service matériel ou virtuel. Ce texte, incompréhensible, laisse le champ libre à toutes les paresses intellectuelles, aux territorialités les plus fantaisistes. Pour en revenir aux arts plastiques, Joël Gilles ose cette formule radicale, d'une imposture l'autre. Il nous faut bien admettre qu'elle s'applique aussi de plus en plus souvent au design. L'opposition traditionnelle entre l'art qui dérange et le design qui arrange date du XIXe siècle. Elle est aujourd'hui battue en brèche puisque l'art est aussi fréquemment instrumentalisé. A contrario, le design peut s'avérer dérangeant par exemple lorsqu'il se réfère explicitement et en toute connaissance de cause à l'art. Pour Philippe Louguet, allusion et faux mouvement, la réflexion critique contemporaine la plus radicale, par exemple celle de Hal Foster, puise son inspiration et sa matière dans les concepts de l'art contemporain. Il y a même plus, c'est désormais l'art contemporain qui impose sa norme esthétique aux autres territoires, architecture et design compris. Soit les expositions artistiques, devenues aujourd'hui le territoire de l'art par excellence. La plupart du temps elles actualisent un projet curatorial, conçu en dehors des œuvres proprement dites, quelle que soit au fond leur signification. Les expositions artistiques empruntent clairement la voie du design en ce qu'elles sont une mise en scène des œuvres dans le but, clairement affiché, d'offrir au public les meilleures expériences esthétiques possibles. Meilleure ne veut pas dire intense ou profonde. Nicolas Boutan, Les mondanités de l'art. Réflexion sur la possibilité d'un design transgressif, décrit ainsi la prise en charge par le design de la perplexité déceptive du public. Il montre aussi comment le design s'arroge une tâche jadis dévolue aux artistes, celle de configurer notre expérience collective. À partir de là, Sandra Metto, Comment les territoires de l'art sont devenus ceux du design, peut analyser la manière dont le commissaire-curateur, ex-historien critique, laisse la place à l'artiste-designer. Se referme ainsi avec radicalité la boucle de la création et de la monstration des œuvres. Pour comprendre le sens du design tout entier, il suffit peut-être d'analyser l'ultime changement de nature du design curatorial. D'une vision du monde en mode projet, on est passé à sa conception en mode processus ouvert. Par le design, l'art a glissé des mains des curators à celles de tout un chacun. C'est avec la notion de champ d'influence et l'analyse de techniques et de procédures de fabrication d'un certain nombre d'objets de design emblématiques que Claude Courtecuisse,
le déplacement des objets, le déplacement des regards, clôt le premier chapitre. Designer et lui-même inscrit par sa production dans l'histoire de la modernité, Claude Courtecuisse s'interroge sur l'après de cette modernité. Il la qualifie d'hypertechnologique, hyper-informée et hyper-communicante. Les déplacements qu'elle a induits ayant bouleversé nos repères culturels, elle assigne au designer un programme éminemment éthique, la prise en charge systématique, réitérée des dimensions initiales et fondamentales du design. 1. Valeur. Le souci esthétique de soi en tant qu'autodesign. Bernard Lafargue. Depuis le triomphe du pop art dans les années 60, la hiérarchie entre le grand art et les arts dits mineurs, d'agrément ou industriels s'est effondrée. Comme le dit très bien Arthur Danto, la fin de l'art est la fin de l'art, il n'y a plus d'autres endroits où aller. Si on peut comprendre cette formule sibylline de plusieurs manières, dont la phénoménologie de l'esprit hegélienne et l'éternel retour nietzschéen dessinent les contours, il est manifeste que le monde est devenu un monde de l'art gazeux et à la beauté illimitée, Michaud, ludique, Maffesoli, kitsch, Foster relisant l'os, cynique, d'Adorno à Sloterdijk en passant par Baudrillard, Claire Foster et Lipovetsky, et gazé, Crébillon. Et dans ce monde de l'art sans autre frontière que celle invisible, de l'argent, où tout un chacun sait qu'il est artiste et que tout peut être considéré comme une œuvre d'art, le souci fondamental de l'homme est de se faire beau. Si ce souci n'est pas sans rappeler celui, fondamentalement moral, de la calocagatia des Grecs ou du mens sana in corpore sano des Latins, ou bien celui plus aristocratique, de l'art qui cache l'art de la sprezzatura, du parfait courtisan de Castiglione ou de l'art qui montre l'art des maniéristes du Parmesan ou des dandys de Baudelaire, il en diffère profondément. Il s'agit d'un souci fondamentalement esthétique, de se personnaliser, plus précisément de ce designer, dans lequel les exercices spirituels de la planète ascétique de l'ère chrétienne font retour pour lui donner une dimension éthique, hésitant entre le désir obsessionnel d'obéir à l'impératif catégorique des canons d'une beauté universalisée en facie totius universi par des mannequins uniformisés, et celui inspiré de l'écosophie, avant la lettre de William Morris, de mettre en partage la petite maille de l'exotisme de son design dans le peplos bariolé, poikilos, de la sculpture sociale d'un monde qui sait désormais qu'il est un monde de l'art design, et que tout est désormais affaire de bon ou de mauvais design. Cet irrépressible désir de ce designer va de pair avec le développement impérieux d'une culture démocratique de masse, qui tout en artialisant l'homo aestheticus unidimensionnel des multinationales du bon goût, favorise les débordements dionysiaques de l'homo aestheticus des lettres sur l'éducation esthétique de Schiller et du tout-monde de Glissant. À l'image du snob du salon verdurin qui, de vernissage en vernissage, se met à aimer pour de bon les pochades d'Elstir et par voie de conséquence, des œuvres d'art qui l'entraînent hors du bon goût du petit cercle de la patronne, la pratique mondialisée par la télévision des années 80, de l'aérobic selon Jane Fonda et consoeurs Véronique et Davina, des arts du spectacle, du tourisme culturel et des réseaux sociaux du net pousse un nombre toujours plus grand de ses fidèles à se risquer en exote, de Ségalène, dans des expériences esthétiques exotiques, du Bokwa au tai chi. Si le beau mensonge de l'iconographie du philosophe roi de la République et de ses nombreux épigones en Big Brother s'inscrit, se mire et se fonde dans le corps de ses citoyens en y instillant un désir mimétique de beauté normative qu'on peut décrypter avec la Boétie comme un désir de servitude volontaire, ce n'est qu'en prenant le risque d'y activer des forces de subversion qui, in fine, provoqueront l'éclatement en beauté de leur cité trop juste. Ainsi, tout en pratiquant les anthropotechnies destinées à lui procurer la belle vie enluminée sur les écrans d'heures multimédia des images publicitaires mondiales dominantes d'un capitalisme devenu artiste, l'homme postmoderne expérimente qu'il n'y a plus de modèle de Kalokagatos ou plus exactement, qu'il y en a une infinité, et qu'il est donc libre et responsable de sa manière de mettre en œuvre, d'art, le design qui lui donne à voir le choix de son existence. Tu dois designer ton existence. Tel est l'impératif catégorique de la maxime que l'homo aestheticus d'aujourd'hui érige tout naturellement en loi universelle de l'humanité. Nous donnant à penser que les commandements de la morale, de la religion ou de l'idéologie n'ont jamais été in fine, que les masques du bon goût d'une culture, cet impératif esthétique est ambivalent. En se référant tout particulièrement à la Soma esthétique de Richard Schusterman,
Cet article a pour but d'analyser l'ambivalence de cet impératif esthétique d'autodesign dans la mise en scène et abîme que nous en donnent à voir les œuvres d'Orlan et d'Hussein Chalayan. Depuis une vingtaine d'années, Richard Schusterman développe la philosophie anthropotechnique la plus à même non seulement de distinguer la passion mortifère d'une beauté représentationnelle, canonique et omnibus de la passion joyeuse d'une stylisation de soi poétique, personnelle, érotique, réflexive et sociale, mais aussi de soigner la première en stimulant la seconde. Cette philosophie anthropotechnique, qu'il nomme soma esthétique, s'appuie pour l'essentiel sur l'orgonothérapie de Reich. Dans La fonction de l'orgasme 1927, Reich, on s'en souvient, fait de l'orgasme la ratio cognoscendi d'une énergie sexuelle qui dépasse les limites de la libido freudienne pour devenir une énergie primordiale et créatrice, cosmique, matérielle et psychique, dont la nature, mère de toutes choses de Lucrèce apparaît comme le modèle fondamental. Si l'énergie vitale de la cellule primordiale ou orgon est la ratio essendi du monde qui sous la figure de l'alma mater d'Épicure Lucrèce, du Deus sive natura de Spinoza, de l'énergie créatrice de Bergson ou de la volonté de puissance de Nietzsche, engendre toutes les formes de vie, tous les organismes, il lui arrive de se bloquer dans tel ou tel de ces modes par un retournement de l'orgon sur lui-même, propre à former les passions tristes ou maladies de la cuirasse caractérielle du petit homme. Dans l'esprit nosographique de son temps, Reich distingue 7 types de blocages ou anneaux. Chacun correspond à une zone, oculaire, buccale, cervicale, thoracique abdominale, pelvienne et du bassin. Chaque zone fonctionne comme un territoire surinvesti, par une figure dominante de la peste émotionnelle du petit homme. Si tout petit homme se définit par la peur de soi, du monde et des autres et compose un brelan de symptômes, Reich distingue, selon un ordre hiérarchique, 3 types dominants de caractères paradoxaux. Le génital, dont le modèle hétérosexuel freudien est d'une manière très peu orthodoxe délivré par un Jésus-Christ, qu'on imaginera avec The Da Vinci Code de Dan Brown marié à Marie-Madeleine et bon père de famille, mais en passant sous silence ses amitiés particulières avec Lazare ou Judas. Ce Jésus en patriarche symbolise le caractère le plus équilibré. Il joue souvent chez Reich le rôle de modèle de référence. Le névrotique vit dans l'angoisse de ne pas être aimé. C'est un masochiste obsessionnel qui, ayant toujours peur de tomber en miettes, n'en finit pas de donner aux autres des bâtons pour se faire battre. C'est pourquoi, il fait une petite carrière dans les métiers qui favorisent ce désir de servitude volontaire, notamment l'armée, la religion, la politique et l'éducation nationale. Le pestiféré, lui, est paniqué par sa propre énergie sexuelle. Il passe le plus clair de son temps à la refouler, sans bien sûr y parvenir. C'est pourquoi, il ne supporte pas de voir cette énergie vitale irradier ses congénères, et fait une grande carrière dans les métiers qui lui permettent de s'en prendre au être plein de vie, avec sadisme, notamment l'armée, la religion, la politique et l'éducation nationale. On trouvera dans les nombreuses peintures que Gross a consacrées au trogne ignoble des politiques, militaires et évêques de l'Allemagne de la fin des années 30, une illustration très réussie du névrotique et du pestiféré de Reich. Ces caractères se révèlent bien sûr plus fortement selon les conjonctures historiques. Dans Psychologie de masse du fascisme ou Écoute, petit homme, Reich montre de manière très convaincante comment le malaise de la civilisation allemande entre les deux grandes guerres a favorisé le développement des comportements névrotiques et pestiférés, le masochisme des premiers se nourrissant du sadisme des seconds et vice-versa. Mais à la différence de Freud, Reich ne pense pas qu'il s'agit là d'une fatalité, car il ne croit pas à un masochisme primaire indélébile, et ce parce que son monisme organique s'inspire du monisme vitaliste du De Natura Rerum. Dans ce grand poème qu'il dédie à son maître Épicure, Lucrèce distingue en effet d'une manière très fine et bien avant Heidegger, un sentiment d'avoir à mourir, négatif et anxiogène qui incline à la procrastination d'un sentiment d'avoir à mourir positif dont l'inquiétude est stimulante. Le premier prend sa source dans une peur de mourir qui s'enracine dans une peur de vivre. Le second dans le sentiment que si tout être fini est mortel, il lui appartient de donner sens et valeur à sa vie en apportant au grand tout sa petite pierre de Sisyphe heureux. C'est cette tradition moniste et vitaliste que reprend Spinoza quand il oppose aux passions pensées tristes qui diminuent le conatus, les passions pensées joyeuses qui le développent. Et c'est en suivant cette même tradition, dans laquelle on pourrait également distinguer des philosophes comme Bergson et Nietzsche, que Reich peut proposer une solution à ce malaise dans la civilisation.
non pas l'analyse interminable de l'homme couché et intouchable selon Freud, mais une organothérapie pragmatique et synesthésique qui libère les flux vitaux bloqués en symptômes sain homme. De plus, comme le Marcus d'Eros et Civilisation, Reich pense que ce traitement doit être soutenu par une politique courageuse de réérotisation du corps, de la vie et de la pensée, et ce dès la petite enfance. Tu te serais débarrassé des tyrans si tu étais toi-même animé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.